Donc, je suis Aline Vanzo-Tersted, je suis doctorante à l'Université Paris-Cité. Et je vais vous présenter donc une partie des résultats d'une revue systématique de la littérature qu'on a réalisée donc avec des collègues et mes directrices de thèse sur le burn-out scolaire dans le secondaire et donc qui répondent à des questions qui touchent au développement du burn-out scolaire chez des élèves du secondaire, donc des adolescents. Donc pour le contexte, comme vous vous en doutez, le burn-out scolaire, c'est un construit qui est directement issu de celui de burn-out professionnel. Le burn-out professionnel, classiquement, on le définit par 3 dimensions. La première, c'est l'épuisement, qui est la conséquence directe de l'exposition à un stress chronique. Ensuite, on trouve le cynisme ou dépersonnalisation. On utilise des termes différents en fonction du contexte de travail. Mais donc ça va renvoyer, dans le contexte professionnel, plutôt à une dimension interpersonnelle, donc des relations de travail qui vont être déshumanisées. Ça peut renvoyer aussi à un désengagement subjectif du travailleur par rapport à ses tâches, à son activité. Et puis on trouve la dimension d'inefficacité ou d'incompétence, qui est la dimension d'auto-évaluation du travailleur sur lui-même. On sait que le burn-out professionnel est associé à une moindre qualité de vie au travail, des performances qui sont dégradées, et il a un impact négatif avéré sur la santé physique et mentale. Pour le burn-out scolaire, on utilise également 3 dimensions, donc l'épuisement, et puis ensuite on va parler de cynisme qui renvoie ici plutôt à la perte de sens par rapport au travail scolaire. À quoi bon finalement, à quoi ça sert? Et puis le sentiment d'inadéquation en tant qu'élève, donc l'impression de ne pas être à la hauteur de ses objectifs ou des objectifs qui ont été fixés pour nous par les adultes. Et on sait que le burn-out scolaire est associé à des moins bonnes performances scolaires, sans qu'on ait établi clairement la causalité entre les deux, et à une santé mentale moins bonne également. On considère le burn-out habituellement non pas comme une pathologie, comme on n'a pas un tableau clinique, c'est pas dans le DSM. On parle du burn-out plutôt comme un processus pathogène, donc un processus qui va générer éventuellement typiquement des symptômes dépressifs par exemple, mais aussi tout un tas de pathologies physiques. Donc si le burn-out est un processus, alors on s'attend à ce qu'il change dans le temps. Donc pour le burn-out professionnel, par exemple, on sait qu'il évolue en fonction des évolutions du contexte professionnel, donc notamment si la charge de travail augmente, les scores de burn-out professionnel augmentent également. Et puis ça pose aussi la question des liens entre ces différentes dimensions. Est-ce qu'il y a une temporalité dans le développement des différentes dimensions du burn-out? Donc pour le burn-out professionnel, par exemple, on sait que l'épuisement se développe en premier. En tout cas, il n'y a pas énormément d'études là-dessus, mais elles sont quasiment toutes d'accord pour dire que c'est l'épuisement qui commence, et puis qui va entraîner ensuite le cynisme. Pour beaucoup d'auteurs, le cynisme est considéré comme un mécanisme de coping. En fait, la personne va se désengager subjectivement de sa tâche pour se protéger du stress, et aussi parce qu'elle manque d'énergie pour faire face aux situations. Et ce cynisme provoquerait le sentiment d'inefficacité, puisque du coup, la personne étant moins investie, elle est aussi moins efficace dans son travail. Mais il y a aussi d'autres études qui montrent que l'épuisement prédit le cynisme, mais également l'inverse. Le cynisme prédit l'épuisement et l'inefficacité. Donc le consensus n'est pas total. Et pour le burn-out scolaire, donc, on peut imaginer que puisque l'environnement scolaire est quand même relativement stable, on peut s'attendre à ce que le burn-out scolaire soit stable. Et en même temps, d'une année sur l'autre, la quantité de travail qui est attendue des élèves augmente. Donc on peut aussi se dire, finalement, l'élève en progressant dans sa scolarité devrait être plus exposé au burn-out scolaire. Et on se pose la question aussi de savoir, est-ce qu'on va retrouver la même temporalité dans le développement des différentes dimensions du burn-out chez les élèves par rapport aux adultes. Donc notre question de recherche, notre objectif général, c'était de synthétiser ce qu'on peut savoir sur l'évolution du burn-out scolaire, et plus précisément déjà, est-ce que le burn-out scolaire est stable dans le temps ou non, est-ce qu'il augmente? Et puis, est-ce qu'on peut distinguer des trajectoires diverses, c'est-à-dire au sein d'une grande population, est-ce qu'on a des sous-groupes d'élèves qui évoluent différemment? Et enfin, quels sont les liens temporels entre les dimensions du burn-out scolaire, et notamment, est-ce que l'épuisement est bien la première dimension à se développer aussi chez les élèves, chez les adolescents donc.
Donc on a réalisé une revue systématique de la littérature en se basant sur les recommandations Prisma, donc qui sont un ensemble de lignes directrices qui permettent d'améliorer la qualité et la reproductibilité des études. On a cherché des articles publiés à partir de janvier 2002, puisque c'est la date de publication de la première échelle qui mesurait le burn-out chez des étudiants. Février 2021, c'est quand on a réalisé la recherche. On a récupéré à la fin, enfin on a inclus à la fin que des articles en anglais et français, donc on cherchait uniquement des études avec un design longitudinal et une approche qualitative, et on a exploré des bases de données en sciences de l'éducation, en psychologie et en médecine, puisque c'est un sujet qui touche différentes disciplines. À la fin, on a retenu 43 articles qui représentaient, je crois, 45 ou 46 études différentes. Et donc, pour l'évolution du burn-out dans le temps, on a trouvé des résultats un petit peu mitigés, c'est-à-dire qu'on avait, je regarde mon petit sèche, 15 articles sur 32 qui rapportaient une stabilité dans les scores de burn-out. Donc, c'est un peu moitié-moitié. Et l'autre rapportait une augmentation. Donc on a trié ces articles sur un certain nombre de critères, et celui qui nous a apparu le plus significatif, c'était de les trier en fonction du niveau scolaire qui était pris en compte principalement. Et donc quand on regarde les articles qui portaient principalement sur une population d'élèves de secondaire 1 ou de collège en France, on avait un peu plus d'articles, donc 11 sur 18, qui rapportent une augmentation, que quand on prend en compte les élèves de secondaire 2, donc en France le lycée, où là on n'avait que 9 sur 21. Ça reste des résultats pas si tranchés que ça. Pour les trajectoires, on avait 4 articles qui rapportaient ce type de résultats. Toutes montraient une majorité d'élèves qui étaient dans des trajectoires de stabilité, mais on a 2 articles qui mettent en évidence des trajectoires de diminution du burn-out scolaire, et les 4 mettent en évidence des trajectoires d'augmentation du burn-out scolaire. Mais vous voyez que ça concerne toujours des plus petits échantillons d'élèves. Et pour la question des dimensions, enfin des liens temporels entre les différentes dimensions, 8 articles ont fait ce type d'analyse. Tous ont porté sur des populations soit en Corée du Sud, soit en Finlande. Donc on n'a pas une grande diversité. Et sur ces 8, seulement 7 utilisaient les 3 dimensions que je vous ai présentées. Donc il y en a un 8e que je vais vous présenter à part. Sur les 7, donc 4 montraient que l'épuisement prédisait le cynisme. Aucun ne montrait une temporalité dans le sens inverse. 4 sur 7 montraient que l'épuisement prédisait l'inadéquation, mais on a aussi un article qui a rapporté un résultat dans le sens inverse. Et sur les 5 qui ont analysé les liens entre cynisme et inadéquation, on en a un qui montre que l'inadéquation prédit le cynisme, un qui montre l'inverse, 2 qui montrent des liens réciproques, et un dernier qui montre que quand le cynisme est très élevé, il y a moins de changements dans les 2 autres dimensions. Et donc le dernier article utilisait des dimensions qui n'existent que dans une échelle spécifique à la Corée du Sud, donc la dimension N de l'école. C'est quelque chose quand même. Celle-ci, elle montre que l'épuisement aussi prédit le cynisme et la haine de l'école. Et elle met aussi en évidence une cascade causale où l'épuisement prédit le cynisme qui prédit la haine de l'école. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça concrètement ? Premièrement, à un niveau moyen, le burn-out scolaire, il ne diminue pas. On n'a aucune étude qui montre ça, donc soit il est stable, soit il augmente. Possiblement, il augmenterait plus dans la première partie du secondaire, ce qui serait cohérent avec la théorie de Eccles et Roser, la théorie de l'ajustement stade-environnement. C'est une théorie qui se base notamment sur la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan. Dans cette théorie, on suppose que les individus ont 3 besoins psychologiques fondamentaux, donc le besoin d'autonomie, de compétence et d'appartenance. Et ce que disent Eccles et Roser, c'est que probablement ces besoins-là ne s'expriment pas de la même façon chez des enfants avant ou après la puberté, et qu'en fait le système scolaire répond moins bien à ces besoins-là quand les élèves rentrent dans le secondaire, ce qui coïncide avec l'émergence pubertaire. Et donc ce serait la raison pour laquelle on a des moins bons indices d'ajustement quand les élèves ont passé la puberté, notamment en termes d'engagement, de motivation, mais possiblement aussi de réactivité au stress et de burn-out.
Après, il est possible aussi que nos résultats soient moins clairs pour le secondaire 2 parce que vous savez que dans la plupart des pays, on a des voies scolaires qui sont différenciées. On a une voie académique et puis il peut y avoir une ou plusieurs autres types de scolarisation. Et en fait, les articles qu'on a inclus ne précisaient pas toujours si leurs échantillons étaient issus de telle ou telle voie. Et or, on sait que en voie académique, les élèves ont tendance à être plus en burn-out que dans d'autres voies de scolarisation. Donc il peut y avoir des différences comme ça qui seraient masquées en fait. Ensuite, on observe bien une diversité de trajectoires et donc au global, en fait, la plupart des élèves ont un burn-out qui est relativement stable. Donc toutes les études mettent en revanche en évidence des trajectoires défavorables et on a quand même 2 qui mettent en évidence des trajectoires de diminution du burn-out scolaire. Donc ça c'est important, ça serait important d'avoir d'autres études là-dessus et notamment des études qui s'intéressent aux facteurs qui favorisent ces trajectoires-là puisque ça nous donnerait des indices précieux pour concevoir des interventions. Et puis enfin, l'épuisement est bien la première dimension à se développer, donc on est content, c'est cohérent avec la théorie, c'est cohérent avec ce qu'on sait du burn-out professionnel. Après, les liens entre cynisme et inadéquation sont beaucoup moins clairs, peut-être qu'ils sont réciproques, peut-être aussi qu'on a un problème avec nos échelles de mesure, parce que le cynisme tel qu'il est mesuré dans l'échelle qu'on utilise la plupart du temps en Europe, personnellement, il me pose question, il renvoie quand même beaucoup à de la motivation et je pense qu'on ne mesure pas que du burn-out avec ça. Donc ce serait intéressant d'avoir des études qui étudient vraiment les différences entre les échelles et notamment l'échelle qu'on utilise en Europe, elle a d'autres problèmes qui ont été évoqués ce matin. Mais bref, je pense qu'il y a du travail à faire sur la mesure aussi. Alors les implications pour la pratique, j'en vois 2 principales. Déjà, c'est important qu'on intervienne dès le début du secondaire. En France, on sait que les élèves de 6e, ils ne sont pas stressés. 6e, c'est la première année du secondaire. Ils ne sont pas stressés, franchement, ils sont chill. Mais dès la 2e année, les scores de stress augmentent très significativement. Et ensuite, ils ne font qu'augmenter jusqu'à la fin du secondaire. Donc probablement, c'est là, dans le passage entre la première et la 2e année, qu'on a du travail à faire. Peut-être que dans d'autres pays, c'est différent. Et probablement que c'est intéressant aussi, si on veut intervenir chez des élèves qui sont déjà fragilisés, qu'on se concentre sur des élèves qui sont seulement épuisés, puisqu'on sait que, en tout cas moi c'est ce que j'ai trouvé dans ma thèse, les élèves épuisés, ils maintiennent un bon niveau de performance, ils peuvent rester engagés subjectivement dans leur travail, mais ils sont à risque de développer des symptômes dépressifs, de l'anxiété, notamment du refus scolaire anxieux, et de développer aussi les autres dimensions du burn-out. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Il y a plein d'autres choses à dire de cette revue de littérature. Vous pouvez la retrouver, vous avez les références ici. Et puis je parle de mes recherches sur Twitter s'il y en a qui s'intéressent. Merci pour votre attention. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. On va ici vous présenter une étude qui porte sur l'impact des contextes éducatifs sur le développement des compétences cognitives et sociales chez les adolescents de 14 à 17 ans. Donc il y a plusieurs... Ah oui. Ah, c'est ça ? Je ne l'avais pas vu. C'est bon comme ça ? Merci. Voilà. Donc pour mesurer l'impact éducatif sur le développement des compétences, il s'agit d'abord de définir ce qu'on entend par contexte éducatif. Donc on peut définir 3 niveaux de contexte éducatif. Le niveau primaire qui va concerner l'environnement très proche des jeunes, donc la famille, les pairs et l'environnement socio-géographique. Un environnement secondaire, c'est-à-dire que l'environnement secondaire est celui dans lequel on va commencer à intervenir, donc qui concerne un environnement professionnel sur lequel on va pouvoir avoir davantage la main que dans l'environnement directement primaire. Après l'école, il y a, on va le voir, et c'est là-dessus que va porter notre étude, tout le secteur des loisirs encadrés et qui peut concerner un nombre important de jeunes. Et enfin, le contexte tertiaire qui, lui, va concerner des interventions ciblées en fonction des contextes, des publics, voire des difficultés qui sont rencontrées. Donc on va chercher à mesurer l'impact de ce contexte sur le développement des compétences cognitives et sociales. Et donc, pour cela, il nous faut définir ce qu'on entend par compétences. Et donc, ça tombe bien, on a une journée aujourd'hui autour des travaux de Jean Piaget. Donc, qu'est-ce qu'a défini Piaget ? À travers la notion de schème, il a défini quelles étaient les compétences
que construisaient les enfants au cours de leur développement, mais non pas des compétences comme ça qui émergent à un moment donné, qu'on va définir en comparaison à une norme ou à ce que les autres construisent, mais des compétences structurantes. Qu'est-ce que ça signifie une compétence structurante? C'est une compétence qui va émerger nécessairement de la relation que le sujet entretient avec son environnement. Donc je vous rappelle la définition du schème, c'est ce qui est transposable, différenciable et généralisable d'une situation à la suivante. Donc à partir des schèmes réflexes que possède le sujet, il va par accommodation et assimilation réciproque construire de nouvelles compétences qui vont elles-mêmes déterminer l'organisation des compétences suivantes, c'est-à-dire que derrière cette notion de compétence, on a toute une théorie qui permet de comprendre comment le sujet de la naissance jusqu'à l'âge adulte va construire cette organisation. Donc on va parler ici de compétences clés. C'est intéressant puisque l'étude qui va porter sur l'impact notamment d'une activité sportive correspond aussi au niveau européen aux compétences clés définies par l'Europe que chaque élève doit pouvoir construire. Et donc, on va pouvoir mesurer la construction de ces schèmes à partir des épreuves piagétiennes que vous connaissez. Donc, l'impact des contextes éducatifs sur les compétences clés, mais à partir, ça nous semblait intéressant dans la conférence qui a précédé, on a parlé de résolution de problèmes et d'avoir une démarche de recherche qui consiste à étudier des questions sociétales vives, c'est-à-dire des problèmes qui se posaient pour voir comment le regard du chercheur permettait de problématiser ces situations et d'apporter un éclairage. Donc là, on va s'intéresser à l'impact de ces contextes sur les compétences et quel impact ça va avoir sur les comportements des jeunes et plus particulièrement des comportements qui posent problème, qui sont les situations de violence qu'on va définir un peu plus précisément. Concernant la construction de ces compétences, je vais aller vite, mais on part de Piaget et Colbert qui définissent les compétences cognitives qui sont des compétences de résolution de problèmes et les compétences sociales qui vont être la construction de la décentration au fil des âges pour aller de l'égocentrisme dans un premier temps vers la différenciation des points de vue, vers la coordination des points de vue, puis le relativisme du point de vue. Et on verra combien la décentration est une compétence clé pour déterminer la construction de la coopération, la construction de l'intégration des valeurs et de l'intégration même de certains principes. Xipas nous dit que les méthodes pédagogiques construites par Piaget ont donné lieu à des méthodes pédagogiques utilisées dans le champ de l'éducation, mais aussi dans le sport et le champ périscolaire. Et donc, on va étudier la capacité des individus à résoudre des problèmes individuellement ou collectivement. On va utiliser une méthode clinico-critique. Pourquoi ? Parce que contrairement aux méthodes standardisées, ces modes d'évaluation ne mesurent pas simplement les performances des individus, mais bien leurs compétences clés, autrement dit, celles qui permettent de construire toutes les autres. Donc, on va proposer ces évaluations aux jeunes qu'on va rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà pu constater dans nos études précédentes concernant le contexte éducatif primaire? Donc, l'environnement proche, la famille, l'environnement socio-géographique. Dans les études que j'ai pu mener, je me suis rendu compte qu'on va s'intéresser, on verra pourquoi, plus particulièrement à la pratique du football, que des jeunes footballeurs qui pratiquent dans des environnements socio-géographiques défavorisés, qu'on peut appeler les quartiers politiques de la ville, les zones d'éducation prioritaire, manifestait une construction du point de vue de l'autonomie morale où on relevait 80% d'entre eux dans une étude donc, publiée auprès près de 400 enfants qui avaient été vus, que 80% d'entre eux étaient toujours plutôt dans des modes de pensée figurative, donc fondés sur des constats, une pensée descriptive, et dans de l'hétéronomie morale. Je vous rappelle que c'est le premier stade que décrit Piaget, dans lequel une loi est perçue comme intangible. Il s'agit de l'appliquer. Si on n'applique pas la loi, on est dans la faute, et c'est plutôt la sanction expiatoire qui est envisagée. Alors que l'autonomie morale correspond à une intégration de la règle du point de vue causal, où le sujet a compris que ce qui posait problème dans un comportement, c'était l'effet que ça produisait sur autrui, et donc il intègre la nécessité de la règle. On a retrouvé aussi des pourcentages très importants d'hétéronomie morale, y compris auprès des adolescents. Quand on a recherché les causes par des études qualitatives en observant l'environnement,
on s'est rendu compte que cette pensée descriptive et cette morale hétéronome étaient liées à l'environnement, mais au mode de sollicitation de l'environnement. Qu'est-ce que nous dit Piaget? Il nous dit que ce qui permet de passer à la pensée causale, à la responsabilité collective, c'est avant tout la sollicitation à la prise de conscience. Je vous renvoie à l'ouvrage de 1974 de Jean Piaget. Autrement dit, c'est quand on va demander à un enfant pourquoi est-ce que tu as fait ça? Aujourd'hui, il y a eu des problèmes à l'école, qu'est-ce qui s'est passé? À qui tu en as parlé? Comment? C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'expérience que vit l'enfant, mais la sollicitation de l'adulte qui le pousse à la prise de conscience et qui lui permet d'intégrer finalement ces notions. Or, dans des environnements très défavorables, là où les familles, dans les contextes qu'on a observés, on avait par exemple des mamans qui travaillaient la nuit, des familles monoparentales et qui n'avaient pas le temps d'interroger leurs enfants, qui rentraient en leur disant « qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» etc. On était dans une logique de l'action. Et donc cette proportion d'hétéronomie importante pose un autre problème, c'est-à-dire que quand on a 80% des sujets qui sont dans l'hétéronomie morale, ils produisent eux-mêmes un contexte d'hétéronomie puisque ça vient constituer des modes de régulation à l'œuvre dans l'environnement. Et donc, on est en quelque sorte dans un cercle vicieux. Alors, on s'est intéressé plus particulièrement au football. Pourquoi? Parce que ça concerne 2 300 000 licenciés, c'est-à-dire un public très important, que les jeunes qui viennent pratiquer le football, eh bien, c'est un sport qui les attire et qu'on a des figures légitimes d'autorité à travers les éducateurs, le contexte. Donc ça, c'est une chose qui est déjà importante, si bien que c'est considéré comme le troisième acteur éducatif après la famille et l'école. Un autre contexte intéressant dans le football, comme nous dit Piaget, on apprend par une capacité de résolution de problèmes. Or, c'est un sport d'opposition dans lequel chaque équipe doit poser des problèmes à l'équipe adverse. On a donc là l'occasion, à travers les entraînements, de solliciter les enfants à résoudre des problèmes. Deuxième aspect très intéressant, c'est que ça passe par l'action, par le corps, par l'expérimentation. Et ça, c'est aussi ce que nous dit Piaget, que l'enfant a besoin d'abord d'expérimenter pour prendre conscience de ce qu'il fait. Troisième aspect important, c'est que c'est un jeu collectif et qu'ainsi sont sollicitées des compétences de coopération. C'est quoi la différence entre une équipe et un groupe? Dans un groupe, chaque identité est indifférenciée. Par exemple, dans une classe, tous les élèves ont en quelque sorte la même place d'élèves, alors que dans une équipe, chacun finalement va pouvoir avoir une différence avec les autres et en même temps un objectif commun. Donc ça peut être un outil très intéressant. Simplement, ce qui peut faire défaut, c'est qu'on se cantonne à cette logique de l'action et on n'utilise pas, comme je vous le disais tout à l'heure, un dispositif dans lequel on interroge le jeune sur qu'est-ce que tu as fait, comment tu l'as fait. Donc on a pu mettre en place, la fédération a mis en place des programmes éducatifs fédéraux qui visent à solliciter la prise de conscience chez les jeunes, c'est-à-dire par exemple par des arrêts flash, lors de situations d'opposition, en disant vous devez résoudre tel problème, arrêter le jeu et dire là qu'est-ce que vous êtes en train de faire, qu'est-ce qui se passe, ou alors procéder à des regroupements après les séquences pour faire prendre conscience aux jeunes de ce qu'ils faisaient. Et on verra que sous l'impulsion du ministère des Sports, puisqu'évidemment il y a des conventions qui sont passées pour la pratique sportive pour les mineurs, il y a des programmes éducatifs fédéraux qui sont mis en œuvre à large échelle pour la fédération. Donc en fait, nous menons une étude sur plusieurs années dont on ne va parler ici que d'un seul des aspects de l'étude. Premier aspect, premier objectif de l'étude, c'est de vérifier si les programmes éducatifs fédéraux qui sont proposés ont un impact sur le développement des compétences chez les jeunes. Et on verra qu'on prend en compte l'environnement, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'en fonction de l'environnement socio-géographique, on n'avait pas exactement le même type de compétences qui étaient construites. Donc, mesurer cet impact. Dans d'autres aspects de l'étude, il existe un observatoire des comportements utilisés par la Fédération française de football et dans chacune des ligues, où tous les faits de violence sur les terrains sont recensés. Si bien qu'on a dans ce recensement un observatoire avec un seuil d'alerte dans les 30 premiers clubs qui apparaissent, c'est-à-dire qui ont des incivilités, ce qui nous permet de repérer des sites dans lesquels il va y avoir plus de violence et qui vont jouer un rôle d'alerte. Donc on va, dans la suite de l'étude, mesurer si les endroits où le programme éducatif est appliqué, est-ce que ça augmente le niveau de compétence des jeunes et est-ce que ça réduit les faits de violence, avec des hypothèses qu'on va chercher à vérifier. Il y a un autre outil, mais dont on ne parlera pas aujourd'hui,
dont se dotent les ligues, qui sont des cellules de veille et de médiation qui consistent à intervenir dans les clubs où justement il y a ces problèmes de violence pour les accompagner vers une prise de conscience, pour qu'ils puissent mobiliser des outils pour réduire ces phénomènes. Donc là, il faut bien comprendre qu'on est dans une étude systémique où on analyse à la fois les compétences construites par les individus, leurs conséquences sur leur comportement, mais aussi l'influence du système qui environne, puisque souvenons-nous qu'on peut être dans des sites où on a plus d'hétéronomie à l'extérieur, comment dans le club sportif ça va se manifester et comment on peut impacter ces organisations. Donc l'hypothèse qu'on va présenter ici, c'est qu'on s'attend à ce que le pourcentage de jeunes qui ont des compétences socio-cognitives élaborées, capacité de résolution d'une part, de problèmes d'une part avec des épreuves infralogiques et logico-mathématiques, et autonomie d'autre part, où on va mesurer la décentration, l'intégration des valeurs, donc le sentiment de règles de justice, de tolérance, de respect et de solidarité. Et donc on s'attend à ce que ce niveau soit meilleur lors de l'application intensive des programmes éducatifs fédéraux à ceux qui observés dans les contextes moins structurés et moins stimulants. Voilà, donc on va mesurer l'influence du milieu d'origine, le contexte éducatif fédéral, donc on va décrire ce contexte des clubs et des environnements, et les compétences des jeunes, compétences clés transférables, c'est-à-dire les schèmes. Voilà. Donc on a étudié deux contextes différents. Un premier contexte qui concerne les clubs amateurs, c'est-à-dire que les jeunes vont jouer dans le club de leur ville. Là, il y a plusieurs caractéristiques. On va être dans un milieu ouvert, c'est-à-dire que le club il est situé dans le site, le quartier, la ville, le village qui est au milieu de ce site. Ce qu'on va regarder comme variable, c'est quel est l'environnement socio-géographique, comment est situé le club. Un autre facteur, il y a un article, l'article 1er du règlement de la Fédération française de football indique que le principe de neutralité, c'est-à-dire que les joueurs n'ont pas le droit de montrer leur appartenance politique, religieuse, et donc la neutralité doit s'appliquer à tous les niveaux dans la mesure où on est dans le cadre du sport et que ce qu'on va regarder c'est les ressemblances entre les joueurs. Et donc c'est ce que je disais du point de vue de l'esprit d'équipe, tout le monde doit être considéré à égalité et donc les singularités personnelles sont des choses qui n'apparaissent pas au sein de l'équipe. Ce qui correspond entre parenthèses à l'intégration. Comme Piaget a dit que dans les classes logiques, on coordonnait les ressemblances et les différences, on mettait ensemble tous les carrés bleus, les rouges, les verts, et donc la différence, elle est considérée comme étant intégrée dans la notion de ressemblance. Donc l'application du principe de neutralité, de laïcité et de neutralité politique, elle est impliquée dans cet article 1er. On va regarder aussi le niveau de formation des éducateurs qui peuvent être différents. Est-ce qu'il y a des référents des programmes PEF, ces programmes éducatifs fédéraux, et comment les valeurs sont-elles intégrées? Alors, pour pouvoir identifier comment était organisé cet environnement club, on a fait passer des questionnaires à tous les clubs au niveau de... Alors ici, c'est une étude qui va se dupliquer dans différentes ligues, mais dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc en France, auprès de 150 clubs. Et donc, il y a parmi ces 150 clubs, des clubs qu'on a appelés de type 1, qui sont les 30 qui apparaissent dans le seuil d'alerte, dans lesquels on observe un taux important, un seuil d'alerte de violence physique, verbale, ou d'incivilité, d'atteinte aux biens, de discrimination, de répétition des incidents, alors que les clubs de type 2 sont non repérés. Et donc ce questionnaire a été posé en ligne avec 46 questions et on a obtenu à peu près la moitié de retours avec des réponses. Donc les thèmes, c'était l'application du programme éducatif fédéral, l'organisation du club, la connaissance des valeurs du foot, l'article 1er, le nombre d'équipes, la féminisation, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait des femmes parmi les dirigeants, les équipes, et l'environnement. Donc ce qu'on a observé parmi les clubs qui ont répondu, c'est que parmi les clubs de type 1, c'est-à-dire ceux où il y a le plus de violence, 100% des clubs qui ont répondu et qui présentaient ces comportements violents étaient en zone urbaine. Et 2/7 étaient en quartier politique de la ville, alors que la moitié des types 2 étaient en zone rurale.
Qu'est-ce qu'on a observé dans les réponses? Finalement, je vais résumer, c'est-à-dire qu'on avait peu de différences dans l'organisation du club, dans l'application du PEF, dans les activités qui étaient proposées. En revanche, on a proposé des questions ouvertes, et là où on a observé beaucoup de différences, c'était que les clubs de type 1 répondaient aux questions et les clubs de type 2 expliquaient. C'est-à-dire qu'ils expliquaient le programme éducatif, pourquoi ils l'utilisaient, de quelle façon, ils expliquaient pourquoi ils appliquaient l'article 1er, les valeurs, etc. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question de la désirabilité sociale pour ceux qui répondaient simplement qu'ils le faisaient, et on peut se demander aussi dans quelle mesure ces principes, ces programmes étaient intégrés. Autrement dit, puisqu'on a mené une étude qualitative aussi à l'intérieur des clubs, certains clubs avaient des référents des programmes éducatifs, mais qui étaient simplement nommés, sans pour autant percevoir l'intérêt de cette application. Et on a observé un deuxième contexte éducatif, cette fois qui est un contexte éducatif fermé, ce sont les pôles espoirs. Donc on en a observé deux différents, un en Occitanie, en France, et l'autre toujours dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, on est vraiment dans des centres fermés où les jeunes sont en internat pour devenir footballeurs professionnels. Enfin, en tout cas, c'est pour une pratique intensive du football. Et ils bénéficient d'un cadre extrêmement structuré, avec des horaires très structurés, y compris pour le travail scolaire. Ils ont un accompagnement de soins, kinés, etc. Et ils ont un programme spécifique qui s'appelle Open Football Club, qui est proposé par Fonds d'Action, où ils travaillent sur des thématiques, la citoyenneté, la question des discriminations, la question du développement durable. Et ils ont des ateliers assez récurrents, 2 fois par mois, avec des associations qui interviennent, et tout un programme pour leur permettre de développer leur citoyenneté, leur ouverture aux autres. Il y a aussi un cadre vraiment de veille très importante, c'est-à-dire avec des adultes qui repèrent leurs difficultés, qui peuvent les accompagner, et des règles présentes partout avec des horaires très stricts et un environnement comment dire, très, très cadré. Donc on pouvait comparer un milieu plus ouvert avec un milieu plus fermé. Donc je laisse Thomas présenter. Donc là, on vient de définir un peu comment on a procédé pour décrire le contexte. Donc rapidement, après, on va décrire qu'est-ce qu'on a fait pour intervenir et analyser un peu les compétences des joueurs. Donc on les a vus pendant 1 heure. Donc on a fait 99 entretiens avec des épreuves piagétiennes et des questionnaires qu'on a créés. On a également fait des immersions aux actions éducatives proposées par la Fédération française de foot, et on a fait des observations à la fois sur le terrain mais aussi à l'extérieur du terrain, c'est-à-dire sur les temps de moments un peu informels. Donc du coup, on a fait dans le premier contexte, donc sur celui des clubs, on a fait 43 entretiens avec notamment, on avait réutilisé, c'était il y a 3 ans, on avait réutilisé la grille d'observation des compétences créée par le CRES en 2008 et qui avait permis à l'Europe de développer tout ce qui était outils sur les compétences clés. Et ensuite, donc ça c'était l'année dernière, on a aussi intervenu du coup sur les pôles espoirs. Là on a vu 56 joueurs, et à la différence, là, on a aussi questionné sur la question de l'internat et le ressenti sur l'internat. Est-ce que c'est vu comme une contrainte? À quoi ça sert? Voilà. Donc l'échantillon il est de 99 personnes. Donc comme on a dit tout à l'heure, on l'a un peu coupé en fonction des lieux de pratique et des contextes, et aussi en fonction des programmes éducatifs qui sont suivis. Comme l'a dit Béatrice, on a utilisé une méthodologie clinico-critique, donc avec des épreuves piagétiennes. Donc c'était vraiment un parti pris de notre part, parce que on voulait vraiment analyser et mesurer les processus que les personnes mettent en place, et donc du coup le côté critique, c'est-à-dire de pouvoir suggérer ou contre-suggérer une réponse. Donc c'est la place de l'observateur, il n'est pas neutre, il va suggérer ou contre-suggérer. On trouve ça vraiment intéressant dans cette recherche, et on a vu que de manière contemporaine on pouvait réutiliser cette méthode. Donc la procédure du coup c'est quand même 5 épreuves piagétiennes. Donc les épreuves de décentration dites des 3 immeubles, inspirées de l'épreuve des 3 montagnes de Piaget, une épreuve de classification, de construction, de conservation du volume spatial, et après 2 épreuves sur la question de la notion de justice et de la règle. Ce tout permet de définir et de dégager des tendances de fonctionnement, d'une part cognitif et d'autre part plutôt moral, chez les sujets qu'on a interrogés. On va faire ça. Donc là, c'est 2 épreuves, c'est nos épreuves qu'on utilise, c'est des exemples d'épreuves. Au niveau des... On a encore un peu le temps ou pas?
Ah bah très bien, bon, bah, du coup je me pose un peu. Au niveau des résultats, donc du coup on a une première partie des résultats sur l'effet du contexte socio-géographique sur le développement cognitif et moral. Donc là, on a sorti juste ce qui était un peu pas significatif, mais ce qu'on voulait souligner, donc c'est qu'il y a un fort pourcentage de fonctionnement figuratif chez les sujets des clubs situés en zone d'éducation prioritaire, ce qui vient confirmer les travaux des études précédentes. Idem pour le pourcentage du fonctionnement. Il y a du coup, à l'inverse, un pourcentage de fonctionnement plus opératif chez les sujets des clubs urbains et ruraux que chez les sujets des clubs en ZEP. Au niveau de la question de l'autonomie morale et du fonctionnement moral, on voit qu'il y a quand même une présence majoritaire d'hétéronomie morale chez les sujets de clubs situés dans les zones d'éducation prioritaire et urbains, avec toutefois plus de fonctionnement hétéronome en zone d'éducation prioritaire. Et enfin, on a aussi vu qu'il y avait 50% des sujets des clubs ruraux qui sont en oscillation entre l'hétéronomie morale et l'autonomie morale. Donc ça vient confirmer des études qui ont déjà été menées par Béatrice Clavel et son équipe. Ce qui est un peu plus nouveau dans l'étude, c'est qu'on a essayé de voir l'impact des dispositifs éducatifs sur le développement cognitif et moral. Et en fait, on s'aperçoit que donc l'Open Football Club, c'est un autre programme éducatif que le PEF. Donc c'est pas exactement la même chose, mais ça a la même vocation. Et on s'aperçoit que chez les personnes qui suivent, donc chez les jeunes footballeurs qui suivent l'Open Football Club, il n'y a pas de fonctionnement figuratif. Et qu'il y a aussi plus de fonctionnement opératif chez les sujets suivant le programme éducatif fédéral et le programme OFC. Concernant la question du fonctionnement moral et la question des dispositifs éducatifs, là encore, on trouve une absence d'autonomie morale chez les sujets qui ne suivent pas de programme éducatif ou de façon dysfonctionnelle. Donc ça, c'est vraiment significatif, c'est-à-dire que quand on allait dans les clubs où c'était juste les gens sont là pour jouer au foot, et ben en fait, et qu'il n'y avait pas de cadre éducatif ou il y avait moins de cadres, et ben en fait, on observe aussi des sujets qui, du coup, sur la question du développement de leurs compétences morales, qui n'avaient pas développé l'autonomie morale, ils étaient plus dans l'hétéronomie. Et du coup, à l'inverse, il y a peu d'hétéronomie morale chez les sujets suivant le programme éducatif fédéral et celui de l'Open Football Club. Et ce qui est un peu intéressant à savoir, c'est que donc dans les pôles espoirs, les sujets ils viennent de partout en France et ils viennent aussi bien de zones un peu socio-géographiques, un peu défavorisées que favorisées. Là, c'est un zoom qui est intéressant, c'est qu'on est allé dans un club qui se situe en zone d'éducation prioritaire. Et en fait, il y avait une différence au niveau des dispositifs éducatifs mis en place entre le groupe des filles, c'est-à-dire l'équipe des filles et l'équipe des garçons, où en fait, dans cette zone, l'équipe des filles, on s'est dit si les filles sont déjà ici, c'est déjà super bien, on n'a pas besoin de mettre un cadre de contraintes, parce qu'en fait, le risque, c'est qu'elles retournent chez elles, entre guillemets, là où elles vivent, et il vaut mieux qu'elles soient au foot que chez elles, donc on ne va pas leur mettre de contraintes et de cadres. Et là, on a vu chez les filles un gros niveau d'hétéronomie morale et un gros niveau de figurativité, versus les garçons du même club au même endroit, où là, il y avait un cadre très structurant, très contenant, avec beaucoup d'affiliation aux valeurs et aux règles du jeu et d'équipe de la Fédération française de foot. Et on voit quand même qu'il y a une nette différence sur les résultats de fonctionnement, de moyenne de fonctionnement. Donc je trouve ça intéressant de le montrer ici. Autre chose, on a vu qu'on n'avait pas fait que des épreuves socio-cognitives piagétiennes, on a aussi fait passer des questionnaires, notamment un questionnaire sur l'internat et l'autre sur la question de la laïcité. Et en fait, on s'aperçoit que chez les sujets ayant construit le principe de laïcité, c'est-à-dire un principe de laïcité basé sur les points communs et le vivre ensemble, on s'aperçoit qu'aucun ne présente d'hétéronomie morale ni un faible niveau de décentration. Et à l'inverse, chez les sujets n'ayant pas construit le principe de laïcité, on observe majoritairement un fonctionnement moral oscillant et un niveau de décentration moyen. En fait, on peut faire l'hypothèse que du coup, il y aurait peut-être une psychogénèse, ou en tout cas la question de ces valeurs et de ce principe de laïcité repose peut-être sur des compétences morales et cognitives, et il y a des isomorphismes. Et voilà, donc c'est pas qu'une valeur qu'on donne, c'est aussi peut-être que les sujets doivent aussi développer des choses pour construire ce principe de laïcité. Et je fais la comparaison avec les études de Jean Piaget en 1932 sur la construction de notions de justice et la construction de la règle, où lui, il est aussi parti en disant comment on construit notre morale. Et il avait pris ces deux items, la question de la justice et la question de la règle, pour pouvoir étudier la question morale. Et en fait, on a fait à peu près la même chose avec la question de la laïcité.
Sur la question de l'internat, donc c'est la deuxième, enfin c'est sur le groupe du Pôle Espoir, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun sujet de l'internat qui perçoit l'internat comme quelque chose de contraignant, notamment sur les horaires et les règles. Notamment, il y avait une règle, c'est pas de téléphone à partir de 21h ou alors lever 6h30, puis très rythmé. Ça, c'est sur le groupe des garçons de 13-14 ans. Et on note toutefois que les garçons sont majoritairement dans une oscillation quand on leur demande de pourquoi c'est intéressant d'être à l'internat et de se dire d'intégrer les bénéfices de l'internat et de les dépasser. Ce qu'on ne trouve pas chez les filles qui, elles, sont près de 88% à percevoir vraiment l'intérêt, le bénéfice, donc à l'intégrer, à le dépasser au niveau cognitif sur la question de l'internat et de l'intérêt d'être à l'internat. Du coup... Ah oui, bon, voilà, on arrive à la fin, c'est bon, merci. Ouais. Voilà. Donc sur l'interprétation, si on fait la synthèse de ce qu'on a dit cet après-midi, on observe donc une confirmation de nos travaux sur l'impact finalement de l'environnement primaire sur le développement des compétences clés et également sur les faits de violence qui sont repérés à l'intérieur des structures, repérés par l'Observatoire des comportements. Donc, on a donc avec 65 à 80% dans la résolution de problèmes cognitifs, on observe un raisonnement plus descriptif, c'est-à-dire plus figuratif qu'explicatif, des difficultés de socialisation, d'accès à la pensée critique, de décentration. Et donc, on se rend compte que ça a des conséquences sur l'intégration des valeurs et que ceci est en lien avec l'environnement dans lequel le sujet évolue. Autre effet, c'est l'effet positif des programmes éducatifs, puisque quand on a un encadrement où le PEF est appliqué, intégré, structuré avec du personnel compétent, on a un effet positif, on a une meilleure capacité de résolution de problèmes. On observe aussi des effets sur l'organisation, la coopération, lors des matchs, des entraînements, de la vie du club, je dirais, puisqu'on a fait cette étude en immersion où on observait aussi la manière de faire, et au niveau objectif du niveau de développement socio-cognitif, et au niveau de l'affiliation à des valeurs communes. Sur l'article 1er, donc on a mesuré la connaissance, l'affiliation et l'application de l'article 1er. On s'est rendu compte qu'il était très largement méconnu, mais que là aussi, dans les structures où cet article était intégré et appliqué, il y avait une coïncidence avec des niveaux de violence moins importants. Ce qu'on a observé aussi, c'est que la compétence en fait qui était centrale et qui permettait de construire les autres, c'était la décentration. C'est-à-dire que le niveau de décentration, la capacité de comprendre que l'autre a un point de vue différent. Vous savez, on a fait passer l'épreuve des 3 immeubles, qui est celle de l'épreuve des 3 montagnes. Et donc, on s'est rendu compte que cette mise en perspective, le fait de comprendre que les autres n'avaient pas nécessairement le même point de vue que le sujet, de pouvoir différencier ses points de vue, mais les coordonner, et donc prendre son point de vue comme étant un élément, mais comme ne constituant pas une vérité, c'était un élément très important. C'est intéressant parce que ça donne des pistes d'action par des méthodes interactives de résolution de problèmes, c'est-à-dire, en effet, c'est ce qui est pratiqué d'ailleurs dans les programmes éducatifs fédéraux, faire en sorte que lors des séances d'action citoyenne et sociale, les jeunes puissent exprimer leur point de vue, mais aussi s'écouter et se rendre compte que chacun a un point de vue différent, d'arriver à les concilier pour faire équipe et décider d'entreprendre des actions collectives. Donc l'impact sur l'application du programme, c'est quand même un impact important du contexte. Et c'est pour ça que ces programmes sont d'autant plus intéressants qu'ils peuvent s'appliquer dans des contextes où les jeunes viennent pratiquer aussi avec plaisir. Et des programmes, comme je le disais, avec les actions citoyennes et sociales, concrètement, ce sont des jeunes qui se retrouvent autour d'actions solidaires. Par exemple, d'aller rencontrer des jeunes dans un institut médico-éducatif et de mener des actions communes avec des enfants en situation de handicap. Par exemple, pour d'autres, aller dans des EHPAD, des établissements pour personnes âgées et intervenir avec eux. Pour d'autres, participer à l'association des restaurants du cœur et d'avoir surtout une prise de conscience des échanges autour de ça. Là, on n'a pas montré ce graphique, mais on se rend compte que ça a un impact sur la capacité de décentration
sur la mise en perspective et donc au final sur les compétences clés et sur les comportements aussi des jeunes.